La vallée de Plancard. Le soleil se leva le lendemain. Déclinant une magnifique palette de rose et de jaune, l'air était pur et glacial. La glace emprisonnait les bords des torrents. Les petits étangs, eux, étaient gelés sur toute la surface. Eragon avala un peu de porridge avant de redescendre dans le vallon où était apparue la pierre. Il examina le site avec attention. Mais le petit matin n'apporta pas d'éclairage nouveau sur la scène. Il décida de rentrer chez lui. Le chemin était envahi par la végétation. À certains endroits, il disparaissait complètement. Comme il avait été dessiné par les allées et venues fortuites des animaux sauvages, Eragon tombait par moments sur ses propres traces. Il faisait de longs détours. Cependant, malgré ses zigzags, c'était la voie la plus directe pour sortir de cette partie réputée infréquentable des montagnes, la crête. La crête était l'un des lieux dont le roi Galbatorix ne pouvait pas prétendre être le maître et seigneur. Bien des décennies plus tard, on racontait encore comment la moitié de son armée avait disparu le jour où elle s'était aventurée dans la vieille forêt. Une chape de malchance et de malédiction semblait peser sur les bois. A priori, rien d'extraordinaire. Pourtant, les arbres dressaient leurs hautes silhouettes. Le ciel était radieux. Néanmoins, rares étaient ceux qui, ayant osé s'attarder sur ce massif, en revenaient indemnes. Quand il revenait, Eragon était de ceux-là. Il n'avait pas l'intention d'avoir un don particulier. Simplement, ses sens étaient toujours en alerte. Il avait d'excellents réflexes. Bien qu'il sillonnât les montagnes, depuis quelques longues années, sa méfiance demeurait intacte. Et pour cause, à peine pensait-il avoir percé tous les mystères de la nature qu'un événement inattendu se chargeait de lui prouver qu'il n'était qu'au bord de toutes ces surprises. Dernier exemple en date, l'apparition de la pierre. Le garçon avança d'un pont, un bon pas, ce qui lui permit d'atteindre le bord du ravin avant la nuit tombée. Les eaux de l'Anora rugissaient à fond du précipice, filant vers la vallée de Plancard. Des centaines de petits torrents se jetaient dans le fleuve. Le cours d'eau charriait sa fureur contre les parois rocheuses qui bordaient son lit, et les rocs émergés qui s'élevaient sur son passage. De cette lutte perpétuelle montait un grondement sourd. Eragon s'installa dans un hallier. Il contempla le lever de la lune, puis alla se coucher. Le lendemain, le temps avait encore fraîchi. Comme Eragon marchait vite, il ne vit guère d'animaux. Ceux-ci devaient le repérer bien en avant. Vers la mi-journée, il entendait des bruits de tonnerre qui faisaient des milliers de ploufs rageurs. Les chutes d'Igualda n'étaient pas loin. Le sentier que suivait Eragon longeait un promontoire humide où affleurait une terre d'ardoise. En bas, les eaux tumultueuses du fleuve passaient en trombe. Des gerbes d'éclaboussures cristallines jaillissaient avant de retomber en pluie sur les berges moussues. Au fond, se levait la vallée de Plancard, d'où il était. Le garçon distinguait la plaine comme si quelqu'un en avait déroulé la carte sous ses yeux. Plus d'une demi-lieue au-dessous, le bassin où se jetait la chute d'Igualda marquait la limite nord de la vallée. On apercevait aussi des bâtiments bruns. C'était Caraval, avec Tristford. Caraval était l'un des seuls vrais villages de la vallée. Les serpentins de fumée blanche s'élevaient des cheminées, comme un défi lancé par les hommes aux environs sauvages. De son point de vue, Eragon contemplait les fermes, qui ne paraissaient pas plus grandes qu'une phalange d'annulaires. Alentour, les champs avaient leur couleur bistre ou sableuse. Des herbes mortes s'y balançaient sous le vent. L'Anora bordait la vallée depuis les chutes d'Igualda jusqu'au sud. Les rayons de soleil s'y reflétaient généreusement. Au fin fond du décor, le fleuve ourlait le village de Tristford et le mont isolé d'Udgar. Au-delà, l'Anora se dirigeait vers le nord avant de plonger dans la mer. Mais Eragon n'en savait pas davantage sur son cours. Il fit une pause, puis quitta le promontoire et entreprit de la descente en grimaçant. Lorsqu'il parvint au bas de la pique,
L'obscurité avait commencé à grignoter le paysage, brouillant les couleurs, estompant les contours. Les lumières de Caraval brillaient toutes proches dans le noir. Les maisons projetaient de vastes ombres sur le sol. Le village, situé à l'écart des routes principales, était entouré par des contrées à la fois magnifiques et hostiles. Hormis quelques marchands et quelques trappeurs, les voyageurs étaient peu nombreux à s'aventurer dans cette région. Les maisons de Caraval étaient construites avec de gros rondins, surmontés de toits bas, couverts de chaumes ou de barbeaux. La fumée qui sortait des cheminées exhaltait une odeur de bois. Sous les grands porches qui prolongeaient les édifices, des gens étaient réunis pour parler affaires ou discuter de la pluie et du beau temps. Quelquefois, une fenêtre s'éclaircissait, quelqu'un avait allumé une lampe ou une bougie. Eragon entendait les hommes bavarder à voix haute dans le soir tombant, tandis que les femmes erraient à la recherche de leur époux pour leur rappeler que, lorsque le dîner est prêt, l'heure c'est l'heure. Le garçon se dirigea vers la boucherie. C'était une échoppe de taille respectable, faite de solides mardiers. Sa cheminée crachait un nuage noir. Eragon ouvrit la porte. La pièce était spacieuse, chaude, illuminée par un feu qui craquait dans l'âtre en pierre. Devant un mur du fond, un comptoir. Par terre, un peu de paille éparpillée. L'ensemble donnait l'impression de propreté impeccable, comme si le propriétaire avait passé tout son temps libre à inspecter les moindres fenêtres où aurait pu se glisser une infime grain de poussière. Derrière le comptoir se tenait un homme de petite taille, vêtu d'une chemise de coton et d'un long tablier taché de sang. C'était Solan, le boucher. Il portait une collection intimidante de couteaux à la ceinture, le teint jaunâtre, la peau grêlée, les yeux méfiants. Il fourbissait son comptoir avec un bout de torchon. Il pinça les lèvres en voyant entrer Eragon. Tiens, le chasseur légendaire daigne redescendre parmi les simples mortels? Combien en as-tu pris cette fois? 0, lâcha Eragon d'un ton sec. Il n'avait jamais aimé Solan. Le boucher le traitait toujours avec mépris, comme si le garçon avait été une saleté qu'il se convenait d'éliminer. Le commerçant était veuf et ne semblait pas intéressé qu'à une personne, sa fille, Katrina, qu'il avait richement dotée. Ça alors, ironisa Solan, quelle surprise! Il tourna le dos à Eragon pour gratter quelque chose sur le mur, puis il reprit. Est-ce la raison de ta présence en ces lieux? Oui, avoua Eragon, gêné. Alors fais-moi voir ton argent. Le garçon fixa ses souliers sans répondre,